Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Yasujiro Ozu puisque une partie de son cinéma est toujours disponible sur Arte, que ce soit le site ou la chaîne YouTube, jusqu'à fin avril environ. Et parmi ceux-là, j'ai choisi donc de découvrir sur le tard Printemps tardif, ou en version originale Banshun, fin de printemps, hein, c'est à peu près ça l'idée, avec au casting, entre autres, peut-être son acteur et son actrice fétiche, hein, de toute façon, Setsuko Hara, qui joue la fille, Noriko, et Shishu Ryu, qui interprète le père veuf. Et on voit déjà ici, en 1949, un motif qui est en train de se créer, parce que peut-être quelque part ici, cette œuvre est le début d'une nouvelle ère pour Ozu, qui va donner lieu à d'autres films dont j'ai déjà parlé, entre autres, hein, sur la chaîne. Le goût du saké, par exemple, hein, je pense à la fin de ces deux films-là, et en effet, il y a un écho. Et donc, l'histoire sur le papier est assez simple. Noriko est donc une jeune femme qui va avoir la fin de la vingtaine quand même, et qui n'est toujours pas mariée. Incroyable, hein, société japonaise, tout cela, bon. Le père s'en inquiète quand même un petit peu, bon, il est veuf, hein, tout cela. Et si Noriko veut pas se marier, c'est pour plusieurs raisons, probablement. Parce que bah, elle n'a pas envie de, on va dire, subir ce genre de convention. Hein. Ça ne l'intéresse pas sur le papier, elle est bien comme elle est. Et elle ne veut pas laisser son papa tout seul. Mais lui, bah, il ne veut pas que sa fille se sacrifie pour lui, grosso modo. Hein. Et donc pendant tout le film, on va voir des gens autour d'elle qui vont plus ou moins essayer de la convaincre, surtout une tante, d'épouser donc quelqu'un. Et on lui fait bien comprendre que dans les conventions sociales de ce Japon de l'époque, hein, ce n'est pas normal. On va pas non plus y mettre la pression violemment, mais hein, entre quelques discussions comme cela, notamment champ contre champ souvent, pour la mettre face à cette réalité, c'est clairement ça l'idée de mise en scène je pense, eh bien on insiste un petit peu, est-ce que Noriko va céder ou pas? Est-ce que son père va la convaincre? Je n'en dis pas plus, il va se passer des petites choses comme cela, aussi du côté du père, et sur le papier, c'est pas forcément un film à intrigue, du tout. Et j'ai même envie de dire que c'est clairement un film contemplatif, quasiment zen dans sa mise en scène. C'est du Ozu, beaucoup de plans fixes. Mais là, on prend son temps, j'ai limite envie de dire presque encore plus que ceux que j'avais vus jusqu'ici. C'est peut-être une impression, mais t'as vraiment l'impression qu'il déroule le temps à la Ozu, quoi, d'une façon encore plus diluée, étendue, pour nous faire comprendre que bah, la vie passe. Et pour Noriko, finalement, les certitudes vont peut-être vaciller, ou non. Quel est le message derrière que Ozu a voulu transmettre? C'est pas si évident que cela. Je pense qu'il y a pas mal d'ambiguïté ou de dualité aussi, mais j'y reviendrai après. Ce qui est certain, c'est que c'est un film où il faut se laisser emporter. Parce que, oui, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de rebondissements. Ça dure presque 2 heures, 1h50, un peu moins. Et par moment, tu pourrais te dire, hein, vu l'histoire qui nous est contée, ça aurait pu tenir sur 1h20. Oui, certainement, mais ça n'aurait pas raconté la même chose et de la même façon, surtout. Et surtout, justement, Ozu, à l'époque, il fait ce film en pleine, on peut le dire, occupation américaine, et je pense qu'il y a aussi ce message-là. C'est un métrage qui doit ainsi s'installer pour nous montrer la société japonaise telle qu'elle est, encore à l'époque, et justement montrer les deux visages du Japon. Et c'est là que je trouve ça fascinant, au-delà donc de la mise en scène, de certains choix, j'y reviendrai après, c'est que Ozu, il inscrit parfaitement ce film dans son temps. À l'époque, il a dû peut-être même un petit peu contourner une certaine forme de censure. Oh, il n'y a rien qui aurait pu choquer les Américains. Mais des fois, il y a quand même du clin d'œil qui en dit long, je pense. Et clairement, là, on est entre cinéma traditionnel, qui fait une ode à un certain Japon d'antan, oui, assez conservateur, mais pas que. Il y a aussi cette idée de liberté, d'aller de l'avant, progressiste entre guillemets pour l'époque, notamment à travers le personnage de Noriko, qui se refuse bizarrement à ces conventions, mais pourquoi? C'est là la question qui se pose. Est-ce qu'elle n'est pas peut-être trop influencée, infusée par ce qu'elle a vécu donc en tant que jeune japonaise qui a connu la guerre, qui a perdu sa mère, qui fait que du coup elle ne peut plus s'inscrire dans ce que veulent ses aînés, hein, on peut le dire ça comme ça, ou les femmes comme elle qui ont épousé des gens et qui peut-être sont âgés à peu près de son âge, quoi.
Elle veut suivre son chemin, peut-être à l'image d'un Japon qui attend cette libération afin d'aller de l'avant, tout en gardant cet ancrage dans ses traditions peut-être, mais aussi dans son identité qui, elle, forcément, vient du passé. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. On a une œuvre charnière ici, alors déjà dans la carrière d'Ozu, et dans le Japon, qui cherche un nouvel essor, qui a du mal, là, en 49, hein, clairement, qui est presque par moments très américain, mais j'y reviendrai sur 2-3 points vite fait, hein, et donc qui doit reprendre ses racines, tout en se disant, tiens, il y a peut-être une autre possibilité. Et Noriko représente ce personnage un peu perdu là. Et le père aussi. Parce que le père, voilà, il est là, il n'a pas envie que sa fille se sacrifie pour lui. Il a envie de la voir avancer. Il a envie de la voir construire son bonheur. Il le dit, ça. Il y a vraiment un magnifique dialogue à la fin qui résume tout en fait. Et qui résume justement le côté un petit peu double, ambigu de cela. Parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant en fait. Mais sinon, sur le plan du cinéma, comment raconte-t-il cela Ozu et de façon extraordinaire? Alors, je l'ai dit, hein, il a le temps, mais ça c'est habituel. Il prend des pauses comme ça fixes, à hauteur de tatami souvent. D'ailleurs, l'un des premiers plans est très loin, j'étais surpris. On voit des Noriko et des amis à elle, sa tante et d'autres femmes. Ils sont filmés de très loin, d'emblée. Ça capte le regard. Il l'a peut-être déjà fait dans d'autres films, mais là, comme ça, dès le début, vraiment, il pose la caméra le plus loin possible, et après, il se rapproche, et il y a cette discussion derrière. Et il y a des moments aussi où il insiste vraiment sur, j'ai envie de dire, pas le hors-champ, mais presque, à filmer des objets ou des endroits sans personne, pour cristalliser un Japon qui est toujours là, qui est en évolution aussi, mais qui est toujours là. C'est toujours le même Japon, dans une société qui avance. Et ça paraît anodin, mais je trouve que c'est passionnant. Et bien sûr, l'Amérique, elle est partout dans le film. Tu le sens. Dans la façon de parler de certaines femmes, quand même. Il y en a une qui parle de divorce et tout. C'est assez libre, quand même. Bon, une idée de, nouvelle femme japonaise. Peut-être parce qu'elle se sent pousser des ailes par le fait que l'Amérique est là. Peut-être. Donc ça, c'est aussi des choses comme ça, des petits détails. D'ailleurs, ça parle de Gary Cooper à un moment. Parce que peut-être le prochain prétendant qu'on aimerait mettre dans les pattes de Noriko aurait des ressemblances à Gary Cooper, qui est un acteur américain très connu, et Ozu aimait le cinéma américain, donc lui aussi ne s'affranchit pas 100% du fait qu'il sait qu'il s'est américanisé d'une manière, mais dans ce film-là, il se rapproche aussi de son épure potentielle très à la japonaise. C'est pour ça qu'il y a une transition ici dans le cinéma d'Ozu. Avant, il faisait des films assez inspirés par le cinéma américain. C'est un peu comme Kurosawa à la même époque, qui est très inspiré par le cinéma américain, et qui après prendra un peu plus son essor. C'est vraiment comme quoi le cinéma japonais de l'époque est vraiment le miroir de la société japonaise, et ça c'est génial. Donc oui, Gary Cooper, c'est très drôle ces moments-là, et bien sûr, des gros plans là aussi, parler de nature morte tout à l'heure sur des objets, des endroits, oui ok, mais aussi sur des enseignes ou des pubs américaines. Coca-Cola, dès le début, je crois que le premier plan c'est sur une station japonaise, mais c'est écrit en anglais, en lettres occidentales, là. Donc ça c'est pas anodin, ça surprend d'ailleurs. Tu vois ça, tu te dis, tiens oui, au Japon, bah oui, c'était américanisé. Il y a ça, il y a une enseigne de bar aussi plus tard, et on insiste dessus. Mais à côté, Ozu, oui, ok, il n'oublie pas, alors, il y a le baseball aussi à un moment, évidemment, et il n'oublie pas que le Japon est ce qu'il est. Et donc, il y a des moments où, par exemple, on va voir un spectacle de théâtre no, il y a quelque chose qui se passe, où Noriko voit quelque chose par rapport à son père, ça la perturbe, comme si elle est perturbée, peut-être, en tant que jeune japonaise dans ce contexte-là, et voir les choses autour d'elle, elle ouvre les yeux. C'est très étrange, ça aussi. Et à un moment, il y a un passage dans un jardin de pierre très zen, qui est un truc qui a été construit au XVe siècle, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, c'est à Kyoto. C'est beau, c'est Ozu, mais là, c'est du Ozu qui convoque l'art de son pays d'antan. Alors là, voilà, il y a tout ça qui se mélange, ça infuse, comme un très très bon thé. Et vous prenez cette claque à la fin, évidemment, tu le sens qu'il va y avoir, d'une façon ou d'une autre, peut-être, une séparation, la fatalité elle est là, et le dernier plan est terrible, sur cette pomme. Et ça rappelle la fin le goût du saké. Peut-être aussi Voyage à Tokyo, il y a toujours ces fins un peu douces amères, où tu te dis que il faut aller de l'avant, et la fille, mais le père aussi. Chacun son destin, chacun sa vie au final. Ça en est triste, mais c'est un peu le destin de tous les enfants et les parents. À un moment, il faut couper le cordon et construire son propre bonheur. Et les parents, ils voient leurs enfants partir, et oui, ils sont heureux
du nouveau bonheur de leurs enfants, et ils ont vécu le leur, et ils continuent à le vivre autrement, leur bonheur à eux, après. Il faut survivre à ces enfants, d'une certaine manière, comme les enfants survivront à leurs parents, notamment à travers le deuil. Tout ça, ouais, c'est une grosse réflexion existentielle, mais voilà, tout ça, c'est le cinéma d'Ozu, et ce film, il cristallise énormément les œuvres qu'il fera après, ou d'autres œuvres qu'on a vues avant aussi, hein. Ghost de Tokyo, il était un père, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Mais ouais, c'est un très bon film, Printemps tardif. C'est peut-être moins évident que d'autres, peut-être, mais en fait, si tu te laisses capter, waouh, zen devant, mais pas que zen, tu réfléchis aussi. Bref, il est disponible sur Arte, là vous avez, au moment où je publie cette vidéo, un gros mois pour le voir à peu près, hein. Donc voyez-le, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu avant, ou si vous le voyez après, donc avoir vu cette vidéo. Ce sera intéressant d'en discuter ensemble, là. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.